parole dans l'ordre, comment ça s'affiche un petit peu sur mon écran pour faire le tour de table. Donc, Nicolas, c'est à toi. Bonjour, du coup, Nicolas Guix, enfin, vu les participants, oula, il y a un écho par contre assez fort. Alors, s'il y a un écho, peut-être qu'il faut effectivement peut-être mieux couper les micros, ceux qui n'interviennent pas. On peut le tester. Ouais, donc du coup, certains des participants me connaissent déjà et j'ai déjà fait des études pour eux d'ailleurs. Je travaille au Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie, où en particulier, je coordonne la stratégie, les programmes de conservation et de connaissance autour de la forêt qu'on peut mener sur toute la région, depuis les inventaires de vieilles forêts, qui était un programme socle qu'on avait constitué dans les Pyrénées, puis après sur la plaine, mené avec l'INRA et DINAFOR, l'école d'ingénieurs de Purpan. Et aujourd'hui, des programmes d'intégration de la gestion de la biodiversité dans la gestion forestière. Voilà. Bonjour Florian. On vient juste d'attaquer le tour de table. Nicolas Guix vient de se présenter. Je pense que tu le connais. Voilà, on fait un petit tour de table en disant un petit peu l'intérêt de pourquoi on est là aujourd'hui et on partage 2 mots sur ce que nous inspire la gestion forestière. Donc, j'ai passé la parole au deuxième Nicolas. Nicolas Bernardicou, c'est à toi. Oui, bonjour, Nicolas Bernardicou, donc je travaille au conseil départemental du Gers et je suis technicien en charge des espaces naturels sensibles du département. Et donc on a quelques sites en milieu forestier sur le département. Et donc on travaille déjà avec Nicolas sur un site vieille forêt, une acquisition récente. Et sur la gestion de nos sites propres en forestier, on a une gestion qui est déléguée à l'Office national des forêts. Et donc, ça m'intéresse un petit peu de savoir voilà, qu'est-ce qui se pratique un peu aussi à côté, quoi. Et sur 2 mots que t'inspire la gestion forestière? Alors, la gestion forestière. La forêt, façon plus générale. Ouais, alors moi je suis assez partisan de la non-gestion en fait forestière. Qu'on a surtout dans le département du Gers, on a des forêts qui ont été surexploitées et on a encore des grosses problématiques de gestion forestière chez le privé. Donc je suis assez intéressé de voir un petit peu qu'est-ce qui se pratique en matière de gestion forestière et justement quels sont les objectifs de la gestion et comment on peut l'appliquer sur nos forêts gersoises. Ok, merci beaucoup. Hugo? Donc, Hugo Girard de la DASEA du Gers. Je suis animateur de plusieurs sites Natura 2000 sur le Gers. Donc il y a peu de grosses forêts sur les sites Natura, mais il y a quelques restes de vieilles forêts sur les sites, avec notamment pas mal de coléoptères. Et voilà. Après, comme le disait Nicolas, donc les mêmes problématiques que sur le reste du Gers, sur les sites Natura 2000. Beaucoup de petites propriétés où il n'y a pas forcément de gestion, mais quand il y a de la gestion, c'est souvent une grosse coupe et puis on attend que ça repousse ensuite. Voilà, donc pour savoir un peu aussi ce qui se fait ailleurs. Merci. Florian? Bonjour à tous, Florent Coulon, je suis garde du littoral dans une agglomération du Pays de l'Or. Voilà, donc nous on a quelques terrains qui vont être forestiers, mais ça va être soit des milieux littoraux, donc des dunes à pins, des dunes à genévrier, des choses un petit peu voilà, qui sont vraiment liées aux milieux littoraux, ou des choses qui sont vraiment liées à des populations de ports d'étang, on va dire des forêts de frênes ou des choses comme ça. C'est vraiment le stade climatique
qu'on a au niveau de nos milieux. Voilà, moi, ce qui m'intéresse ici un peu, c'est de voir, voir de la gestion, voir un petit peu aussi les protocoles qu'on peut mettre en place sur les milieux littoraux, des choses comme ça. C'est pas des choses où il y a vraiment, où des fois c'est assez documenté, je trouve. Et moi, ce que ça m'évoque, pourtant, je suis plutôt botaniste de formation, mais je suis plutôt pour une fermeture des milieux, sur un peu voilà, la reconquête de la forêt sur des endroits où on a voulu absolument avoir des milieux ouverts partout. Et voilà, moi, c'est cette approche qui m'intéresse un peu, c'est redonner de la place à la forêt où on a quand même un imaginaire collectif et vraiment lié à des milieux qui sont ouverts partout, alors que typiquement sur les bords d'étang, on a une idée. Je viens d'apprendre que sur le lido de Terre Blanche, en 1750, on chassait le cerf. Voilà, il y a des tableaux de chasse, des choses comme ça. Donc voilà, ça m'intéresse un petit peu aussi cette notion de faire revenir un peu la forêt sur des zones où on a un peu du mal à faire venir. Voilà. Ok, merci Florian. Mathieu? Mathieu, tu es parmi nous? Oui, Mathieu Hort de Nature en Occitanie, en charge de la réserve naturelle Confluence-Garonne-Ariège. Donc finalement, on est concerné par des milieux forestiers plutôt alluviaux. Et rapidement, les deux mots, libre évolution et à contrario, bois énergie. Merci. Je n'avais pas insisté pour les autres, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu forcément les 2 mots à chaque fois, mais je n'ai pas voulu insister trop. En tout cas, merci Mathieu. Énergie. Pauline, à toi? Oui, bonjour à tous. Pauline Rochotte, chargée de mission Natura 2000 à la communauté de communes Pyrénées-aux-Garonnaises. Il y a de l'écho, non? Ou c'est bon, ça va? Pardon, j'avais justement coupé mon micro. Il y a un petit peu d'écho, il faudrait peut-être effectivement couper les micros, malgré ce que j'avais dit au départ, pour ceux qui ne parlent pas. Bon, je vais continuer du coup. Ah, il y a encore un peu d'écho. Il y a effectivement encore de l'écho. Vas-y, tant pis, écoute, je crois que... Ok. Rapidement, chargé de mission Natura 2000, sur le territoire de la Comcom, il y a 7 sites Natura 2000 qui sont majoritairement forestiers, de montagne. Donc, par logique, ce webinaire m'intéressait fortement pour en savoir plus sur les suivis et les protocoles qui peuvent être faits en matière de gestion forestière. Et après, en 2 mots, ce qui me vient, je dirais complexe, puisqu'il y a tout un tas d'interactions dans ces forêts différentes, et puis libre évolution aussi, je dirais. Voilà. Merci. Merci Pauline. Marine, qui vient d'arriver, bienvenue. Je réactive la caméra, du coup, ça rame un peu chez moi. Donc, bonjour à tous, désolée du retard. Donc, je suis Marine Font, je travaille à la communauté de communes de l'Albret dans le Lot-et-Garonne et je suis l'animatrice du site Natura 2000 de la Gélise, qui est du coup à cheval entre Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. C'est plutôt un site avec des milieux ouverts de type prairial, oméga-forbier, site cours d'eau. Mais il y a également une grande part de milieux forestiers, notamment dans les Landes. Ça m'intéressait de suivre ce webinaire parce que pour l'instant, je n'interviens pas trop dans le cadre forestier, vu qu'il s'agit plutôt de plantation de pins. Et donc, les 2 mots qui me viennent à l'esprit, c'est coupe à blanc, forcément, avec les plantations de pins. Et du coup, à l'inverse, préservation des arbres naturels, entre guillemets. Voilà. Merci Marine. Fred? On parle de moi, c'est ça? Oui, c'est ça. Je n'avais pas lu la vidéo parce que je n'ai pas non plus beaucoup de connexion. Je n'ai pas suivi le début, mais j'ai compris ce qu'il fallait faire. Donc, en 2 mots, je suis conservateur de la réserve naturelle du massif du Puy-Best à Houillette, basé dans l'Haute Pyrénées. Cette réserve, elle fait plus de 5000 hectares et elle a environ 3500 hectares de forêt.
Donc le sujet m'intéresse forcément. Et sur les protocoles et suivis de milieux forestiers, nous avons déjà mis en place certains suivis, type PSDRF. Je ne sais pas si vous en parlerez ce matin. La réunion de ce matin m'intéressait notamment pour la présentation du programme Coléo-Sapro, que je ne connais pas et que j'aurais aimé en savoir un peu plus là-dessus, pour mettre en place peut-être prochainement dans le futur plan de gestion de la réserve qui s'écrit en ce moment. Voilà, je ne sais plus les mots-clés, je n'ai pas compris pourquoi il fallait donner ça, mais oui, libre évolution également pour nous. On n'a que 10% du milieu forestier exploité aujourd'hui, donc ça reste en négatif, ça fait 90% de la forêt qui est en libre évolution. Sur ces 90%, on a une réserve biologique intégrale de 1000 hectares, notamment. Voilà. Merci Fred. Geoffrey? Oui, bonjour à tous. Donc Geoffrey Grèze, je travaille pour Nature en Occitanie. Je suis conservateur de la réserve du massif du Mont-Chus, donc une réserve forestière d'altitude. 80% de la réserve est en forêt, une réserve de 700 hectares. En libre évolution, avec notamment un patch de forêt qui a été identifié comme vieille forêt pyrénéenne par le groupe d'experts associés. Est présent donc pour prendre connaissance un peu des protocoles plutôt faune et fonge par rapport à la forêt. Voilà, et si je devais dire 2 mots, je dirais cycle et perturbation. Merci Geoffrey. Et particulièrement intéressé parce que tu es en congé, non? Je me trompe? Oui, c'est pour ça que je ne mets pas la caméra parce que sinon vous allez voir le lagon de l'île de la Réunion et ça va être rageant. Ah ouais, carrément. Merci. Avec plaisir. Du coup, Jérôme? Oui, bonjour. Bonjour Jérôme. Donc, salut. Et donc, Jérôme Paoli, je suis garde technicien à la RNR de Sainte-Lucie, à Port-la-Nouvelle, dans l'Aude. Donc, 825 hectares de terrain conservatoire du littoral, ou en tout cas domaine public, dont l'essentiel, enfin plus de la moitié sont en milieu salin ou plage, mais également avec une île boisée, avec forêt méditerranéenne, de pin d'Alep ou de chêne vert. Donc, une île qui est très fréquentée. Donc, nous, on est en phase de rédaction du plan de gestion, qui a à peu près 10 ans, mais enfin, on touche au but. Aujourd'hui, on est en train d'essayer d'identifier des indicateurs pour notre plan de gestion et pour nos objectifs à long terme. Et donc, l'objectif pour moi de participer à ce café, c'était de voir un peu ce qui existait en termes d'indicateurs, au-delà des habitats et de certains cortèges qu'on connaît très bien, de voir quels autres indicateurs on pouvait identifier pour évaluer justement l'évolution de ces milieux méditerranéens forestiers, qui sont des milieux à l'origine sur un site qui était agricole, forêt, donc vignes et pelouse de pâturage mouton. Donc aujourd'hui en cours de fermeture, mais donc ce qui nous intéresse, c'est de voir quels sont les protocoles qui existent aujourd'hui et les méthodes qui existent aujourd'hui pour évaluer un peu d'autres cortèges en termes d'indicateurs. Et donc les 2 mots-clés qui me viendraient, c'est un peu comme Fred, il y a des libres évolutions et puis enjeux. Voilà. Merci Jérôme. Pour le parc des Grands Cosses, Oui. C'est Laurent Danneville. Ah, c'est Laurent Danneville, voilà. Bonjour Ouais. Laurent. Donc, directeur adjoint, je m'occupe du pôle ressources naturelles et biodiversité au parc, donc naturel régional des Grands Cosses. Je voudrais excuser Jérôme qui s'occupe de cette thématique là sur la forêt. On a beaucoup de forêts privées sur le territoire. Moi, 2 mots-clés, gestion irrégulière peut-être et ORE. Voilà. Ok. Merci Laurent. À qui je n'ai pas passé la parole. Alors Vincent et Lucas, mais qui n'ont pas de micro, donc si vous voulez vous présenter rapidement, peut-être dans le chat éventuellement. Et sinon, je crois Jean-André. Je n'étais pas présenté encore. Hein. J'avais coupé le micro. Alors Jean-André Magdalou, je suis chargé de mission à la réserve naturelle de la Massane aux côtés de mes 2 collègues présents à ce café, Joseph Garrigue et Diane Sorel. Et je suis sur la réserve de la Massane, alors qui est sur la commune d'Argelès-sur-Mer, dans le massif de l'Albert. C'est une forêt en libre évolution, une des plus vieilles forêts du bassin méditerranéen. Et je ne dis pas davantage parce que j'aurai le plaisir d'intervenir tout à l'heure. Et pour les 2 mots, alors moi je suis bien embêté, c'est très dur de résumer la gestion forestière et la forêt en 2 mots, mais je dirais, comme ça a été dit, complexité et libre évolution.
enfin, ça fait 3 mots en tout, mais il y en a 2 qui sont reliés par un trait d'union, si vous m'autorisez. C'est autorisé. Voilà. Et du coup, Diane aussi, effectivement, qui ne s'est pas présentée. Oui, Diane Sorel, comme l'a dit Jean-André, chargée de mission pour la réserve naturelle de la Massane. Mais bon, les 2 mots, je resterai sur libre évolution, comme ça a déjà été dit. Jean-André vous parlera de la Massane un peu plus tard. Voilà. Très bien. Sophie, tu veux te présenter aussi, peut-être rapidement? Il y a Joseph Garrick, je pense, à qui tu n'as pas passé la parole. C'est possible que j'ai oublié quelqu'un, effectivement. Donc, Joseph, pardon, excuse-moi. J'ai oublié toute la Massane, en fait. Ouais, c'est ça. On est trop nombreux à la Massane. Ouais, bonjour. Donc, ça va faire redite un peu. Vous nous passez les uns après les autres. Bon, évidemment, conservateur de la réserve de la forêt de la Massane. Forêt de la Massane qui vient d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son ancienneté, et puis la libre évolution. Donc, ils montrent toute l'importance de la libre évolution en termes de conservation de la biodiversité des forêts. Donc, je rejoins un petit peu. Et puis, c'est bien de voir que ce concept, quand même, il avance dans tous les espaces là. Mais malheureusement, dans l'action, ça manque un petit peu de réalisation. Et donc, on est encore en manque de forêts en libre évolution. Et donc, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Donc, on travaille à ça et on essaye d'être ambassadeur, en tout cas, de cette notion-là quand on peut, quoi. Donc, pour les mots-clés, je ferai un peu comme Jean-André. Je vais manger un peu du gâteau un peu plus, mais je dirais les interactions qui sont très importantes et ce qu'il a appelé, lui, la complexité et puis la libre évolution, évidemment. Merci, Joseph. Sophie? Bonjour à tous, Sophie Lefebvre, je travaille à l'ARB avec Julie, du coup, sur l'animation du réseau des gestionnaires. Et Julie, du coup, animatrice du réseau des gestionnaires à l'ARB. Je pensais que tu dirais peut-être un petit mot rapidement sur la future territorialisation pour commencer à… C'est pas le sujet, on va peut-être commencer les présentations. Très bien, on en reparlera une autre fois. Du coup, Nicolas, je te laisse partager ton écran et nous présenter tous ces protocoles et comment on fait pour les choisir au mieux en fonction de sa forêt. On ne t'entend pas, par contre, avec le micro, ce sera peut-être mieux. Ouais, je n'avais pas mis le micro. Il y a un public averti, il y a pas mal de monde avec qui on est déjà en relation. Voilà, vu qu'il y avait un temps imparti relativement court, j'avais prévu une présentation qui est loin d'être exhaustive, tout ça, mais à la limite, qui peut amener plus à ce qu'on soit dans la discussion entre nous pour vraiment s'orienter, parce que même par rapport aux attentes qui ont été énoncées, je ne suis pas sûr que finalement ça réponde complètement. Donc voilà, c'est très ouvert à la discussion. Comment on partage? Ah, c'est là pour partager, pardon. La petite flèche en haut. C'est bien l'objet, effectivement, que la présentation, elle introduise et qu'il y ait un bon temps de discussion par la suite pour pouvoir échanger. Pourquoi il ne me trouve pas? Il ne me trouve pas ma fenêtre, pardon. Je vais y arriver, normalement. Il n'y a pas de souci. Ça te propose écran ou fenêtre, normalement? Ouais, mais les fenêtres, ils ne me proposent pas la fenêtre que j'ai ouverte, justement. C'est ça qui me… Ah. Ah si, ça y est, il est apparu. Est-ce que vous voyez du coup mon… C'est parfait. Ah, là c'est coupé. Là c'est mieux, voilà. Je vais mettre en mode plein écran. Voilà. Du coup, voilà, c'est un diaporama rapide en fait qui présente certaines méthodes d'études et de suivi de la biodiversité des milieux forestiers. Je l'avais imaginé plutôt pour un public qui ne connaît pas forcément ce qui se fait aujourd'hui. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà ce qu'il va y avoir dans cette présentation. Mais c'est l'objet d'en discuter. Voilà, donc sur ma présentation, voilà, là j'ai mis mon rattachement parce que je suis également rattaché à une équipe de chercheurs
du GEOD en tant que chercheur invité par rapport justement aux recherches que je mets en œuvre un peu sur les relations biodiversité, dendro micro-habitat, ancienneté de l'état boisé. Voilà, qu'on mène, on est tout un petit groupe à travailler là-dessus. Et voilà. Donc, quelques rappels rapides sur la notion d'écosystème forestier. Déjà, ça me semblait important avant de partir dans les protocoles, de savoir qu'est-ce qu'on cherche à suivre et autour de quel cadre de référence surtout. Au niveau de la forêt, voilà, ça c'est la carte que vous connaissez peut-être pour beaucoup d'entre vous, c'est que normalement la forêt c'est quand même l'écosystème qui est naturellement présent sur l'ensemble de notre territoire. Après, cette forêt, elle nous a permis de nous développer et on peut voir que la surface forestière a largement évolué en fonction des grandes avancées de notre société. Et la conséquence, ça a été une réduction drastique de la couverture forestière avec un point bas autour de la période Révolution. Et aujourd'hui, on utilise en cadre de référence les cartes d'état-major pour voir qu'est-ce qui était encore forêt à cette période qui est autour de 1860 et qui nous permet d'appréhender l'ancienneté forestière. Quand on revient à cette période, qui est environ il y a 250 ans, si on prend le cadre de référence des cartes de Cassini, donc j'ai mis juste 250 ans parce que 250 ans, on est à l'échelle d'un arbre en fait. Et 250 ans, pour pas mal d'arbres, c'est même la fin de la phase de croissance. Nicolas, je te coupe 2 secondes. J'allais le mettre aussi dans le chat, mais apparemment, tu ne l'as pas vu. Plusieurs personnes font la remarque. Ton diaporama est rogné sur la droite et la gauche. En fait, on ne le voit pas en totalité. Ah bon? On voit que le milieu de la diapo. Ce qui n'est pas évident, c'est qu'en fait, je ne vois pas ce que je vous partage parce que je suis en simple écran, je ne suis pas en double écran. Et... Tu peux mettre normalement l'affichage dans l'affichage plein écran. Galerie et tu devrais voir. Peut-être sinon, le mets pas en mode diaporama, même si on voit les côtés de ton écran, on verra au moins peut-être la diapo en totalité. Excusez-moi de t'avoir coupé. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que là, c'est mieux du coup? Non. Il faudrait dézoomer un peu du coup pour que même si ça soit coupé sur les bords, on voit quand même l'intégralité du diaporama. Ou alors sinon, tu me l'envoies. Sinon, partagez-le. Je vous l'avais envoyé. Partagez-le si y a je crois que ce sera peut-être. On va peut-être tester de faire ça, ouais. Ouais. Il y a des jolies photos. Ça serait dommage quand même. Ce serait dommage. Du coup, je vais essayer de partager. Est-ce que vous voyez mieux? Nickel. Oui, c'est beaucoup mieux, oui. Ah, bon, mais parfait. Ah. Alors, Nicolas, toi, je te laisse continuer. Excuse-moi. Donc, on était passé à la diapositive suivante, où justement, sur ces cadres de référence, ça, c'est la digitalisation des cartes de Cassini qui sont un peu moins précises que les cartes de l'état-major, qui sont un peu plus anciennes, mais qui ont, on va dire, l'avantage, c'est d'avoir été digitalisées à l'échelle du territoire national. On voit qu'à ce moment de l'histoire, on avait un taux de boisement qui était de 13%. Ça, c'était ce que je disais il y a juste 250 ans, parce que 250 ans, sachant qu'en plaine, normalement, notre territoire, il serait majoritairement couvert de hêtres. Alors, en montagne, on est habitué, mais en plaine également. On voit que même sur des contextes qui peuvent être des contextes où on se dit que le hêtre n'est pas en station, quand on voit la forêt de la Massane, la forêt de la Sainte-Baume, mais on peut avoir aussi des hêtrés dans des contextes qui se rapprochent de la Méditerranée. Et 250 ans, pour ces arbres-là, c'est finalement l'entrée dans l'âge adulte, parce que dans leur cycle, c'est comme ça, c'est des arbres qui vont vivre, alors ils finissent leur croissance qui pousse bien vers 150 ans, et puis après, la croissance commence à se ralentir, mais ils rentrent dans cet âge adulte, et après il y a des phases de sénescence qui peuvent arriver, mais un peu plus tardivement, puis il y a le bois qui tombe au sol, qui se décompose.
Et du coup, ça veut dire qu'on a eu un espèce de goulot d'étranglement qui a été lié à cette couverture forestière très très faible, et que du coup, pour tous ces vieux arbres et pour la biodiversité qui est associée, on a vraiment eu un impact déjà sur la couverture globale à l'échelle nationale. On peut passer à la diapo suivante. Voilà. Et ça a impacté, en fait, ce qui nous reste de... Alors, à l'échelle européenne, on parle de forêt primaire. Il y a une définition. Il y a eu, vous voyez à droite, une carte d'un papier qui a étudié la distribution des forêts primaires à l'échelle européenne. Nous, en Occitanie, on a travaillé sur le concept de vieille forêt, en partant sur le principe qu'une forêt primaire dans laquelle il n'y a pas de traces visibles du tout d'activité humaine, c'est très très difficile à trouver, il n'y en a plus. Donc on est parti sur le concept de vieille forêt, qui sont ces forêts à la fois anciennes, donc présentes sur les cartes de l'état-major, en tous les cas présentes au moment où il y avait le moins de couverture forestière, et qui présentent des traces de maturité importantes avec des processus écologiques qui se rapprochent des processus naturels qui se sont remis en place. Ce travail d'inventaire, il nous a montré que sur les Pyrénées, ça représente moins de 4% de la surface forestière. Et quand on descend sur les territoires de plaine, où on a eu une vision quasi exhaustive, qui sont les territoires de plaine qui présentaient les plus forts enjeux pour ces vieilles forêts, on est à moins de 0,5% de la couverture forestière. Donc, c'est des formes de forêts un petit peu reliques et dans lesquelles, souvent, par contre, on a une biodiversité associée qui est extrêmement forte. Pour exemple, on a réussi à faire une acquisition d'un petit boisement qui fait 5 hectares en Haute-Garonne, dans le cadre de nos programmes d'acquisition. C'est un boisement dans lequel il y a du hêtre. On est à 3 quarts d'heure au sud de Toulouse. On a une population de taupins violacés, un petit coléoptère de la directive Habitat qui vit dans les cavités basses. Il y a une vingtaine de localités connues en France, donc on a une population de cette espèce. Et en allant y faire des tours, on avait vu un beau champignon sur une gromme de hêtre qu'on a envoyé à Gilles Coriol et à Carole Lanoir au Conservatoire botanique. Et tout de suite, on est tombé sur un nouveau champignon pour la région qui était connu que de quelques forêts très connues au niveau national, qui vont être Fontainebleau, la Sainte-Baume et une forêt de Corse. Donc voilà, sur un tout petit patch, on se retrouve avec des espèces de biodiversité qui sont tout à fait remarquables et tout à fait féodées. Donc d'où l'enjeu de conserver ces vieilles forêts, mais ça sera explicité avec la forêt de la Massane, qui est un gros réservoir, justement. Voilà, on peut passer à la suivante. Ouais, suivant. Et voilà. Et alors, sur la biodiversité forestière, la biodiversité, ça vous connaissez tous, elle s'appréhende à différentes échelles. On peut passer à la suivante directement, on ne va pas le détailler. Du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce que c'est qui constitue la biodiversité forestière. Ça aurait pu être bien de le faire avec les chiffres de la Massane, je les ai pas. Ça avait été mis en évidence avec les chiffres de Fontainebleau, où il y a plus de 11 000 espèces connues sur le massif. Sachant que le massif de Fontainebleau, ce qu'il a de remarquable, c'est qu'il a eu des zones qui étaient mises en réserve et en libre évolution, on va dire très précocement par rapport à l'histoire de la protection de la nature au niveau mondial. Et dans un premier temps, c'était des réserves artistiques pour des peintres qui y allaient et qui ont vu des coupes se mettre en place et qui étaient assez fortes. Et ils avaient des arbres remarquables, mais d'un point de vue artistique, parce que tortueux. Et ils ont demandé à les préserver, ce qui est devenu aujourd'hui les réserves biologiques. Et dans ces zones de réserve, on se rend compte que la biodiversité, on peut passer à la diapo suivante, elle est constituée à plus de 50% de coléoptères et de champignons qui sont liés à des organismes saproxyliques et que c'est représenté par moins de 5%, ce sont les oiseaux, les chauves-souris et les mammifères. Donc là, on se rend compte que quand on aborde la biodiversité forestière, c'est pas uniquement finalement les bêtes qu'on est habitué à parler dans le grand public, mais il y a tout un monde infini autour des petits champignons, des petites bêtes qui composent la plupart de
cette biodiversité. Il y a d'autres groupes qui sont en train d'étudier et qui, je pense à la Massane qui s'est lancé dans les nématodes. Voilà, c'est un groupe que je ne connais pas du tout, je n'ai pas de chiffres. Voilà, il y a aussi toute la biodiversité qui va être dans le sol, qu'on n'appréhende pas dans les chiffres que je vous ai présentés, qui va être liée aux micro-organismes, aux bactéries. Mais on va dire que sur l'aspect faune-flore un petit peu classique, on est sur quand même vraiment les coléoptères et les champignons qui représentent la plus grosse part, notamment les organismes saproxyliques qui dépendent de la présence de bois morts et qui représentent plus d'un quart de la biodiversité forestière et qui sont en premier lieu les organismes qui, dans des forêts gérées où on a éliminé justement tout le bois mort et tous les arbres habitats, sont les espèces du coup qui sont les plus impactées par la gestion sylvicole. Alors quand on a dit ça, on se rend compte que c'est compliqué et on se dit ben, comment on fait pour appréhender cette biodiversité forestière. Il y a deux types d'approches principales. L'approche qui est directe, qui consisterait à inventorier toutes les espèces présentes dans la forêt dont on a la charge en tant que gestionnaire. Ça, c'est possible dans quelques forêts. On a vu là, la forêt de Fontainebleau, 11 000 espèces connues. Il y a des gros efforts d'échantillonnage. Il y a beaucoup de naturalistes historiquement qui y vont. Ces réserves biologiques, il y a des programmes qui sont mis en place. Dans la forêt de la Massane, il y a des choses, il y a un niveau de connaissance qui est très, très important, avec des programmes de connaissance, des piégeages de tout un tas de taxons. Fait des études qui ont été mises en place depuis très, très longtemps, qui ont permis d'accumuler cette donnée. Après, ce schéma-là, il n'est pas reproductible dans tous les espaces naturels gérés, parce que ça demande un effort considérable. Et du coup, il y a également des approches indirectes qui ont été développées pour pouvoir voir quels étaient les éléments structurants qui permettent l'accueil de la biodiversité. Donc là, je présente sur la diapositive, c'est illustré par l'indice biodiversité potentielle, mais il y en a d'autres. Oui. Alors, quand on est… Ça, du coup, ça va vraiment dépendre de nos objectifs. Hein. Quand on est sur une approche exhaustive de la biodiversité, donc c'est la plus sympathique à avoir, mais c'est la plus lourde, la plus lourde à acquérir. Après, quand on est dans un cadre de gestionnaire d'espaces naturels, souvent, on va étudier des taxons cibles qui vont pouvoir orienter la gestion. Donc là, on va s'appuyer sur des listes d'espèces. Hein. Il y a les listes d'espèces protégées, les listes déterminances NIEF, les espèces de la directive Habitat. Il va y avoir les listes rouges. Et puis, il y a ces espèces cibles qu'on va retrouver dans ces listes qui ont… Alors, ces espèces cibles, elles ont souvent vocation à être indicatrices d'une biodiversité plus large. C'est les notions d'espèces focales, d'espèces parapluies. Si on en reprend, alors ceux qui me connaissent savent que je travaille en particulier sur les coléoptères saproxyliques, donc j'ai illustré des exemples avec des ouvrages sur les coléoptères, mais on a des listes d'espèces de coléoptères, justement, qui, avec des sortes de notes en fonction de leur rareté, en fonction de leurs exigences, qui permettent d'évaluer un petit peu la qualité des milieux en fonction de leur présence. Voilà, il y a eu tout un travail sur les traits de vie. Alors après, ben, comment on fait pour faire l'inventaire de cette biodiversité? Quelques exemples. Il y a les méthodes actives ou des méthodes passives. Les méthodes actives, ben, ça va être typiquement, comme on voit sur la photo du milieu, notre cher Hervé Brustel en train d'écorcer un arbre à la recherche du Cucujus cinnaberenus dans une forêt dans les Alpes. Et sinon, à gauche, la pose de dispositifs d'inventaire comme un piégeage, là, un piégeage polytrape qui permet de capter les coléoptères qui volent et d'étudier les communautés d'espèces. Voilà, on peut passer. Alors, voilà quelques exemples de méthodes actives de chasse. Hein. Le filet à papillons, c'est une des méthodes les plus connues. Hein. Ça vaut dans les prairies, ça vaut également en forêt. Il va y avoir celle du milieu, j'aime bien la montrer, c'est l'aspirateur thermique qui permet d'étudier la faune des litières. Il y a d'autres méthodes, hein, mais ça, par exemple, pour les araignées, c'est très utilisé. En haut à gauche, on voit le parapluie japonais, on tape sur les branches, il y a les insectes qui tapent. Alors, toutes ces méthodes, elles ont l'avantage, on va dire, de pouvoir relier directement l'individu qu'on capture au milieu de capture, mais vraiment de manière très fine. Hein. On voit en haut à droite, quand on fouille le terreau d'une cavité, bah, ça permet de dire que l'espèce, elle vient bien de ce terreau de la cavité. Ce qui est différent
d'une technique de piégeage, par exemple Polytrap, où on capte de la faune volante et on ne peut pas dire de là où elle vient exactement. Par contre, l'inconvénient, c'est que la méthode de chasse active, elle est opérante uniquement au moment où on est en train de la pratiquer. Donc, si on ne fait pas un passage d'une journée, ben, on a vu les espèces qui étaient sorties au cours de cette journée et encore celles qu'on a réussi à attraper. Voilà. La méthode de piégeage, elle a l'avantage, c'était la diapo précédente, ouais. Elle a l'avantage d'être opérationnelle sur toute la saison de piégeage. Quand on pose en bas, par exemple, une tente malaise ou en haut, une assiette jaune ou un polytrap, si on les laisse toute la saison et qu'on fait des relèves régulières, on va capter toutes les espèces qui sont mobiles tout au cours de la saison. Donc, on a une fenêtre d'intervention qui est beaucoup plus large. Après, c'est par contre plus lourd à mettre en place et on est plutôt sur le captage d'une faune circulante, même s'il y a des techniques d'émergence que je n'ai pas détaillées ici, mais par exemple la chandelle de gauche, il y a certains naturalistes, certains chercheurs qui ont emballé les chandelles dans une toile et du coup, toutes les espèces qui sortaient de la chandelle sortaient et étaient captées dans des tubes collecteurs. Donc ça permet vraiment de relier l'espèce à son milieu, mais c'est très très lourd à mettre en place. Donc souvent, voilà, ça c'est les méthodes de piégeage classiques qu'on peut voir en forêt pour étudier la faune circulante coléoptère. En bas, c'est pour les cirques. Le petit piège au sol, ça va être pour les carabes, les araignées, et l'assiette jaune pour les pollinisateurs. Puis après, il y a d'autres groupes. Les chiroptères, on pourrait se dire qu'on essaie de les piéger, mais ce ne serait pas éthiquement très, très correct. Historiquement, c'était étudié avec des filets. En fait, on posait des filets. Les chiroptères se prenaient dedans et puis on regardait quelles espèces c'était. Et après, il y a tout le monde de l'acoustique qui s'est développé. Donc ça, c'est la diapo suivante. Et aujourd'hui, par exemple, c'est un groupe, mais un peu comme ce qui se fait aux oiseaux. Hein. Pour les oiseaux, on fait des points d'écoute où à l'oreille humaine, on détermine les oiseaux. Et pour les chiroptères, aujourd'hui, on pose des micros. On enregistre tous les signaux acoustiques qui sont perçus et après, avec des logiciels, on analyse ces signaux pour en déduire une liste d'espèces. Alors ça s'est énormément développé au début autour de l'ornithologie avec l'expérience humaine. Avec les chiroptères, on est rentré dans une ère un peu d'automatisation des sons et d'analyse des sons surtout. Pour les oiseaux, il y a une petite appli d'ailleurs sur les téléphones, Bird-Net, qui permet de jouer à ça et qui reconnaît les sons des oiseaux. Hein, là, et on se rend compte que là, aujourd'hui, pour ça j'ai mis le lien vers la sonothèque, que ce monde de l'acoustique, il est en train de s'ouvrir aussi aux invertébrés, pour les orthoptères. C'est envisagé pour les coléoptères aquatiques, tout ça. Et ça fait partie des méthodes qui vont se développer, en tous les cas, dans les années à venir, et qui vont aller sur des groupes qu'on n'imagine pas forcément aujourd'hui. Dans les choses un petit peu technologiques, on va dire aussi, il y a l'émergence de l'ADN environnemental qui est en plein essor actuellement. Pour les champignons forestiers, les champignons ectomycorhiziens, ils commencent à être utilisés dans les programmes de recherche en routine. Nous, on travaille, alors ça, ce sera en lien avec Coleosapro que je présenterai tout à l'heure, sur l'utilisation de ces techniques pour certaines espèces cibles, notamment pour les espèces de cavité. Et on a des premiers résultats qui sont vraiment encourageants. Et en tous les cas, on arrive à détecter l'ADN de nos petites bêtes dans le terreau des cavités. Donc maintenant, on doit étudier si on a des faux positifs, quel est le niveau de sensibilité des techniques. Mais ça, c'est des techniques qui sont en train d'arriver et qui vont forcément se déployer largement. Et juste pour la petite anecdote, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur le topin violacé. J'en ai envoyé au muséum pour que le topin violacé puisse être dans les bases de référence au niveau ADN et qu'ils puissent le séquencer. Et là, récemment, j'ai un bureau d'études qui m'a dit que dans une crotte de martre, ils avaient détecté du topin violacé. Parce qu'eux, ils analysaient au niveau ADN la crotte de martre. Et comme dans les bases publiques, maintenant, il y a du topin violacé qui est séquencé, il y a eu du match. Donc, on voit que c'est des techniques qui vont arriver, même s'il n'y a pas un ciblage précis à l'amont. Voilà. On peut passer.
Et puis, ce qu'on fait beaucoup, qui est pas forcément de détecter directement l'espèce, mais c'est de rechercher des indices de présence. Là, on voit le cas du pic prune, où trouver un pic prune adulte vivant en train de voler, c'est extrêmement rare. Il y a très peu de personnes qui l'ont vu en train de se balader sur un tronc d'un arbre. Par contre, la plupart du temps, on arrive à valider sa présence sur la présence d'indices de présence, des grosses crottes ou des débris dans la cavité, qui permettent d'affirmer que l'espèce est bien présente. Il y a également l'odeur pour le pic prune. Il y a des chercheurs qui ont dressé des chiens et qui arrivaient très bien à reconnaître les odeurs de pic prune. Voilà, alors j'invite les gestionnaires de réserve, s'ils veulent avoir un toutou, à pouvoir les dresser, ça peut être une solution également. Et puis pour favoriser la détection d'indices de présence, on peut mettre en place des habitats un petit peu artificiels. Ça, c'est ce qui s'est fait sur la Rosalie des Alpes, de faire des trépieds en hêtre, en fait, qui reproduisent ces conditions de chandelle qu'elle apprécie particulièrement. Et du coup, ça fait des zones de ponte artificielles, mais qui permettent de suivre l'espèce dans le temps et de voir si elle vient pondre. Et après, on peut regarder les trous de sortie pour voir combien d'individus étaient venus sur le dispositif mis en place. Voilà. Et puis, il y a les indicateurs indirects, pas de détection d'indices de présence de l'espèce, mais vraiment les indicateurs indirects qui sont plus sur les facteurs structurants d'accueil de la biodiversité. Alors, c'est l'IBP que beaucoup d'entre vous connaissent. Il y a 10 facteurs clés. Et autour de ces 10 facteurs clés, ça permet d'évaluer la capacité d'accueil pour la biodiversité. Donc, c'est un outil qui est plutôt orienté, je crois que j'ai une autre diapo derrière sur l'IBP, qui est plutôt orienté à destination des gestionnaires dans un premier temps, et puis qui est utilisé largement maintenant, on se rend compte, par beaucoup de gestionnaires. Quand on est dans un contexte de vieille forêt, il y a des plafonds en fait pour l'appréhension de chacun des facteurs. On se rend compte qu'on les plafonne très très rapidement, donc il faut l'utiliser de manière déplafonnée, parce que par exemple, on a une note maximale à partir, je crois, c'est 3 bois morts par hectare. Quand on est dans une vieille forêt, on peut être avec 20 bois morts par hectare. Donc, si on veut caractériser un petit peu ce qu'il y a dans notre forêt, on voit qu'on plafonne assez vite. Donc, ça vaut le coup de prendre ces différents facteurs en plein. Voilà, on peut passer à la suivante. Et au cœur de cette méthode aussi de l'IBP, et puis ça dépasse l'IBP parce que c'est au cœur de tous nos travaux un petit peu de comprendre un petit peu quels sont les facteurs qui accueillent la biodiversité en forêt, c'est tout ce travail autour des dendromicrohabitats qui a été initié et qui est conduit par Laurent Larieux en particulier sur notre territoire, qui a amené à une typologie européenne de ces dendromicrohabitats. Donc ça crée un cadre de référence. Et dans pas mal des programmes dans lesquels on est investi aujourd'hui avec Laurent, en fait, on va faire des placettes où on étudie chacun des arbres. En fait, au sein de ces placettes, on regarde les dendromicrohabitats qu'ils portent. Et quand on est dans un contexte de forêt gérée, j'ai eu le cas, par exemple, sur une forêt dans l'Aude où il y a eu un martelage. Donc, on note si les arbres sont martelés ou pas, et ça nous permet de voir, d'un point de vue gestion, à travers le martelage, quels sont les micro-habitats qui vont être éliminés du peuplement. Et avec la question de derrière, est-ce que dans le cadre de la gestion qui est mise en place, on conserve la diversité des micro-habitats, ou est-ce que l'exploitation, elle retire toutes les cavités d'arbres, et du coup, pour les bestioles qui sont inféodées aux cavités d'arbres, on va avoir plus de disponibilité d'habitat. Voilà, on peut passer à la suivante. N'hésitez pas à me poser des questions, parce que du coup, le temps est assez court. J'essaie d'aborder pas mal de notions et voilà. On peut passer à la suivante. Vous m'entendez? Je suis tout seul. Oui. Je t'entends, j'avais coupé le micro, pardon. Je passe encore à la suivante. J'en ai passé plusieurs là, du coup, je ne sais pas si ça fonctionne. Ah là, moi, je suis toujours bloqué sur les dendromicrohabitats, en fait. Ah mince, non, j'ai passé 2 diapos, du coup. Là, je suis sur l'utilisation d'indicateurs indirects. Je peux utiliser l'IBP.
Bah, ça, c'est l'IBP. Après, c'est connu. J'ai mis le lien pour ceux qui veulent aller plus loin. En fait, ça, c'est les sorties graphiques de l'IBP qui fonctionnent sous forme de diagramme et qui positionnent un petit peu les relevés IBP en fonction. Parce qu'il y a deux grands ensembles. Il y a des facteurs de contexte sur lesquels le gestionnaire ne peut pas influer. Donc, c'est la présence de milieux aquatiques, la continuité temporelle de l'état boisé, la présence de milieux ouverts. Ça, à la limite, on peut jouer dessus, mais la présence de milieux rocheux, c'est plus difficile. On ne va pas ramener une falaise dans sa forêt pour augmenter sa note. Et puis, il y a vraiment les facteurs de gestion qui sont autour de la présence d'essences autochtones, structure végétale de la végétation, la présence de bois, où là, c'est vraiment le gestionnaire qui choisit ou pas d'influer sur chacun de ces facteurs. D'accord, donc je passe sur l'utilisation d'indicateurs indirects, toujours avec les principaux protocoles existants. Donc, là, j'ai présenté rapidement l'IBP, assez rapidement parce que je pense que vous le connaissiez. Après, il existe différents types de protocoles en fonction des objectifs qui vont plus ou moins loin, mais qui ont finalement tous un tronc commun qui se rapproche de l'IBP. C'est pour ça que j'ai présenté l'IBP en premier lieu. Il y a eu le guide VVF d'évaluation de la naturalité, mais qui reprend les critères de l'IBP, mais qui rapporte une approche autour de la naturalité, autour de la perception finalement du milieu, qui n'est pas présente dans cette IBP. Il y a eu l'inventaire des vieilles forêts, qui était un protocole de caractérisation, pas de suivi, qui a permis d'aller, qui avait vocation à aller dans les peuplements et voir ce niveau de maturité pour dire est-ce qu'on est dans une vieille forêt ou pas, mais qui s'est co-construit au même moment et avec les mêmes acteurs de l'IBP et qui finalement constitue une sorte d'IBP déplafonné. Après, il y a un protocole pour tous les gestionnaires de réserve qui est mis en place aujourd'hui, qui est le protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières. Quand on arrive à bien le dire, c'est super. Qui est le PSDRF, qui est un protocole pour le coup là de suivi, qui du coup est plus lourd à mettre en place, parce que dans le cadre de ce protocole, on individualise les arbres, on les repère avec l'objectif de revenir 10 ans après, les mesurer pour voir s'il y a une évolution de l'accroissement. Pour tous ces arbres, on regarde les dendromicro-habitats, on voit s'il y a une évolution avec des nouveaux dendromicro-habitats qui seraient apparus sur ces arbres, est-ce qu'ils sont encore vivants ou pas. On prend en compte, on va évaluer la régénération forestière de manière très fine. On va faire des transects pour évaluer la quantité de bois mort et les compartiments du bois mort. Et surtout, pour être cohérent avec la logique statistique du protocole, c'est un réseau de placettes PSDRF qui est mis au sein des sites qu'ils mettent en place sur un maillage assez dense. Et voilà, c'est un protocole qui est un suivi très fin, mais par contre, qui est plus lourd à mettre en place. Donc là, tout dépend de l'objectif et des capacités du gestionnaire à pouvoir suivre ou pas la mise en place de ce type de protocole. Et enfin, il y avait un protocole autour de l'évaluation de l'état de conservation des habitats dans le sein de la directive Habitat. Voilà, pour essayer de tenir les délais. Après, au niveau de ce qu'on met en place, nous, aujourd'hui, par exemple, hein, j'ai illustré ce qu'on met en place dans le cadre du protocole Connect4, qui est un programme où on essaie justement de mieux intégrer la biodiversité forestière dans la matrice gérée entre les vieilles forêts, dans ce que le programme a appelé les forêts à haute valeur de conservation, à haute valeur environnementale, avec l'objectif de se dire, dans les Pyrénées, on a des vieilles forêts, c'est d'autres spots de biodiversité, ça, il ne faut pas y toucher. Par contre, entre les vieilles forêts, il y a des forêts gérées et il y a des forêts qui peuvent avoir des forts enjeux d'accueil de biodiversité aussi, avec un rôle de connectivité, et comment on fait pour augmenter la capacité d'accueil à l'intérieur. Donc là, on met en place des placettes relascopiques, ça c'est vraiment ce que fait en routine Laurent Larieux dans tous ses programmes, et c'est avec lui qu'on met en place ça. On fait des placettes relascopiques et tout. Donc, ça, c'est le petit schéma de ce qu'est une placette relascopique. C'est ce qui sert pour des forestiers à évaluer la surface terrière. Et tous les arbres qui rentrent dedans, on va les regarder, on les individualise sans vocation de suivi, par contre, à long terme. Mais on les individualise, on décrit tous les dendromicro-habitats qui sont présents dessus. Et on évalue aussi le bois mort dans le cadre de ce protocole. Voilà. Ça, c'est pour Connect4.
Et enfin, le programme Coléo-Sapro, qui est un programme, on va dire, très très récent, puisque le contrat, en fait, ce programme-là, il va se lancer. Il est issu de l'appel à projet de l'Office français de la biodiversité avec Patrinat pour le suivi de la biodiversité terrestre, qui était sorti en début de printemps dernier, auquel on a répondu, donc le Conservatoire d'Occitanie en tant que structure porteuse avec un consortium pour mettre en place un réseau de surveillance des coléosaproxyliques de la directive Habitat. Le point de départ, c'est que la France, on fait les évaluations de l'efficacité de la directive Habitat sur les paramètres population, habitat pour ces espèces, et qu'à chaque rapportage, on est un peu limité dans les données dont on dispose pour pouvoir faire un rapportage vraiment objectif, donc c'est plutôt du dire d'experts. Pour répondre à ça, il faut mettre en place un réseau de suivi où on va aller suivre et les habitats et les populations de ces espèces dans un réseau de sites représentatifs des contextes à l'échelle nationale. Et pour ça, on a proposé ce programme Coléo-Sapro en lien avec tout un tas d'acteurs. Hein. Donc, vous voyez, il y a l'école d'ingénieurs de Purpan, bien forcément, évidemment, qui est référent sur ces thématiques-là. L'INRAE du DINAFOR qui va nous aider dans la mise en place d'un plan d'échantillonnage représentatif des différents biomènes biogéographiques. On a l'IGN qui va nous apporter son concours pour voir dans les données qu'il récolte au cours de l'inventaire forestier national si on ne peut pas valoriser certaines pour les paramètres habitat. On a 2 conservatoires en PACA et en Hauts-de-France qui sont associés pour avoir des visions aussi différentes du territoire. Typiquement, le Grand Capricorne, qui sur notre région n'est pas un enjeu fondamental dans les Hauts-de-France. Des forêts à Grand Capricorne, il n'y en a quasiment plus, il avait quasiment disparu et il commence à retrouver des stations. On a l'Office national des forêts et on a aussi le soutien du réseau réserve naturelle, parce que les réserves naturelles, ça va être des lieux qui peuvent être particulièrement intéressants pour constituer ce réseau de surveillance. Ça, il y a des ponts avec l'Observatoire des forêts sentinelles qui est mis en place, des liens avec l'OPI qui est porteur du programme SAPROX et l'INREN, Nogent-sur-Vernisson. Voilà. Et l'idée, je ne sais pas si vous connaissez ce papier, c'est de rendre opérationnels en fait les protocoles qu'on avait proposés dans cet article dans la revue Naturae. On avait fait des propositions de protocoles pour la surveillance des coléoptères de la directive Habitat. Et là, l'idée, c'est de passer au stade supérieur, que ces propositions-là, on les transforme vraiment en protocoles opérationnels, qu'on mette en place des outils de saisie qui permettront de les mettre en œuvre, avec des formations qu'on mènerait avec le concours de réserve naturelle de France pour tous les gestionnaires qui sont motivés pour s'engager dans la mise en place de ces suivis. Et l'idée, c'est que du coup, avec des outils de saisie, on puisse récupérer aussi l'ensemble de ces données pour faire des analyses large échelle, un petit peu comme ce qui se fait avec le PSDRF, par exemple. Voilà, donc c'est normal que vous n'en ayez pas entendu encore parler. Là, on est en cours de finalisation de signature du contrat recherche avec l'OFB, donc on n'a pas encore lancé les choses. Voilà. Merci Nicolas pour cette présentation effectivement très riche. Et il va rester peu de temps pour les questions si on veut laisser ensuite effectivement un temps de parole à Jean-André. Mais il y a un petit peu de temps pour les questions. Alors j'essaye d'enlever le partage d'écran. Hop. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Nicolas sur ces différents protocoles ? Tout était tellement clair que… Florian ? Moi, j'aurais juste une question parce que du coup, les massifs forestiers qu'on gère avec l'ONF, on n'est pas trop encore dans les indices de suivi. On aimerait quand même les mettre un petit peu en place parce qu'on a des îlots de sénescence ou des choses comme ça maintenant pour protéger certaines parties des forêts ou des îlots de vieillissement.
Moi, la question que j'aurais, c'est est-ce que l'IBP il marche bien sur les forêts littorales, quoi, sur les forêts qui sont vraiment dunaires, où on n'aura pas de cailloux, on va pas avoir de mares au milieu, on va avoir peut-être des indicateurs qui vont pas apparaître, qui apparaissent dans l'IBP, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être plus appropriées en termes d'indicateurs que l'IBP sur des dunes à pins ou des choses comme ça, quoi. Alors, il y a différentes déclinaisons de l'IBP. Je ne suis pas rentré dans ce détail-là parce que là, j'aurais vraiment pris toute la présentation à parler de l'IBP sinon. Il y a un IBP méditerranéen déjà qui existe, qui s'adapte au contexte méditerranéen par la liste des essences et par les classes de diamètre. Mais ça ne répond pas complètement à la question. Et il y a aussi un IBP pour les ripisylves qui a été mis en place, qui s'appelle, enfin c'est une forme d'IBP, je reprends le nom, c'est l'indice de biodiversité et de connectivité des ripisylves, et qui reprend les principaux critères de l'IBP, mais avec une adaptation justement au contexte de ripisylve, et notamment ils prennent en compte des facteurs de connectivité longitudinale, de connectivité transversale et paysagère. Après, par rapport au contexte, que j'ai envie de dire, s'il n'y a pas de milieu rocheux ou s'il n'y a pas de milieu aquatique, ça, c'est pas très grave. En tant que gestionnaire, l'objet, c'est pas forcément d'avoir un IBP où on est à 100% sur tous les critères. Par contre, c'est voir les facteurs sur lesquels on peut influer. Là, dans le cas de pins qui seraient en milieu dunaire, je ne connais pas le contexte, mais est-ce qu'il y a des arbres à micro-habitat qui ont été conservés? Est-ce qu'il y a du bois mort? Est-ce qu'il y a des très gros pins? Ou est-ce que tous les pins sont sur une classe d'âge similaire et sont conduits de manière très, très régulière, sans bois mort et sans arbres à micro-habitat? C'est là où, en tant que gestionnaire, on peut influer. Et après, si on est dans un haut niveau de maturité, ce que je disais, c'est que l'IBP plafonne assez vite. Donc, sans aller forcément sur le PSDRF, le PSDRF, c'est vraiment la Rolls-Royce, on va dire, un petit peu du protocole en milieu espace naturel aujourd'hui. Mais voilà, comme toute Rolls-Royce, il faut les moyens de pouvoir le mettre en place. Mais voilà, faire des IBP déplafonnés, ça permet de limiter d'être un assez bon intermédiaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, c'est bon, ça va me permettre de nous y pencher un petit peu plus et de voir sur les facteurs sur lesquels on peut réussir d'influer, surtout sur les zones des îlots de sénescence où on aimerait avoir un suivi un peu plus poussé des zones qu'on laisse évoluer librement, quoi. Merci. Après, l'ONF, dans le cadre de ces îlots dans les réserves biologiques, met en place le PSDRF dans beaucoup d'endroits. Et dans le cadre des îlots de sénescence, il n'y a pas de doctrine aujourd'hui de suivi, effectivement. Non, il y a juste du balisage pour protection, il y a du balisage pour, il y a de la non-intervention. On n'intervient que sur les îlots de vieillissement, si vraiment il y a des risques de sécurité. Mais après, il n'y a rien d'autre en termes de suivi clair et net. Et puis, les plans d'aménagement forestier sont très production forestière et n'ont pas beaucoup, aujourd'hui, de place pour l'écologie. Donc, on essaie de leur glisser un petit peu des différents aspects comme ça. Donc, je pense que ça peut être quelque chose sur lequel il faut qu'on s'y penche, quoi. En tout cas, merci de la réponse. J'ai mis en lien dans le chat, parce que ça vient tout juste de sortir, en fait, l'article dans la revue Naturae autour de cet indice de biodiversité pour les ripisylves. Après, la documentation sur l'IBP, elle est sur le site du CNPF au niveau national et c'est très riche et facile à retrouver. Super, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Nicolas ? Non. Du coup, on mettra effectivement les ressources que tu as mis dans le chat, Nicolas, sur le site internet de l'ARB avec les présentations et la rediffusion du webinaire. Vous pouvez les retrouver sur notre page, sur la page du réseau. Et bien, Jean-André, c'est à toi. Je te laisse partager ton écran. Allez, je vais essayer de vous présenter quelque chose qui ne soit pas rogné, mais on va essayer, hein. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose là? Non? Pas encore. Pas encore. Alors, fenêtre, voilà. Je pense que là, ça va être bon. C'est bon là? C'est bon. C'est pas rogné, c'est pas en format diaporama. Alors,
Peut-être le mettre en format diaporama. Là, c'est bon comme ça, vous Ouais. avez voilà. C'est bon. Alors, je vais vous parler, en fait, faire un focus sur une expérience qui est menée dans la réserve de la Massane. C'est une cartographie exhaustive du peuplement arboré, initiée en 1998. Voilà, et qui se poursuit depuis. Alors, j'avais prévu de vous amener au cœur de la base de données cartographiques, mais c'est malheureusement pas possible. Alors, il faudra se contenter, à cause de problèmes de connexion, il faudra se contenter de capture d'écran. Alors, le site d'étude, c'est la réserve naturelle de la forêt de la Massane, qui se situe sur la commune d'Argelès-sur-Mer, entre 600 et 1158 mètres d'altitude. C'est une réserve naturelle et qui a été créée en 1973, qui s'étend sur 336 hectares. Et il y a à peu près les 2 tiers de la surface qui sont constitués de forêts et principalement de hêtres. Alors, comme l'a évoqué Nicolas Gouy dans sa précédente intervention, on est dans une hêtraie qui là se retrouve vraiment en plein biome méditerranéen à 5-6 km à vol d'oiseau des plages d'Argelès-sur-Mer. Alors, c'est une forêt qui a été identifiée comme une des plus vieilles forêts du bassin méditerranéen. C'est la 31, là, par Quezel et Médaille, dans leur carte des vieilles forêts. Et c'est en tout cas, cette ancienneté voilà, est attestée par la présence de certaines espèces, l'Antaxiamidas, le Barabatistes filicornis, un petit coloptère mycétophagidé, qui sont des espèces de lignée très anciennes. Mais on a eu des études un peu plus récentes, notamment à partir des études de paléoanthracologie, qui ont permis de retracer l'histoire de la forêt de la Massane, avec donc une origine très ancienne, peut-être sans doute une valeur de relique glaciaire. Et on est sur un scénario alors on a pu remonter il y a 6000 ans pour le hêtre, enfin quasiment 6000 ans, et on a pu retracer l'histoire. C'était anciennement une forêt, une hêtraie sapinière, voilà, qui a vraisemblablement échappé au grand défrichement du néolithique. Par contre, le sapin n'a vraisemblablement pas résisté aux interventions humaines pendant l'Antiquité. C'est le cas vraisemblablement dans d'autres forêts d'Europe occidentale. Et voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a vraisemblablement eu une présence continue d'un couvert forestier et de hêtres depuis des temps très anciens. Alors, c'est une forêt qui est également en libre évolution depuis au moins 150 ans. Des secteurs sont sans doute préservés de toute exploitation depuis des temps un peu plus anciens. Et en tout cas, l'exploitation a été abandonnée il y a 150 ans sur décision de l'administration forestière de l'époque, dans la seconde moitié du 19e siècle. Un ingénieur des eaux et forêts qui s'appelait Paul de Beauchot et qui était basé à Perpignan avait constaté qu'il y avait une forte dégradation de la couverture forestière sur le massif de l'Albert, en raison peut-être de l'exploitation sur certains secteurs pour l'alimentation des exploitations forestières, pour l'alimentation des forges catalanes, qui permettaient en tout cas, c'était ce qui consistait en tout cas à produire de grosses quantités de charbon de bois pour l'alimentation donc des forges et la transformation des minerais de fer qui étaient extraits dans le Val-Espire ou sur le massif du Canigou. Et il y avait également une pression pastorale assez importante. Et donc, il a souhaité, donc il a demandé l'abandon de l'exploitation forestière pour que puisse se reconstituer un couvert et préserver les sources et les versants contre l'érosion. On est un peu sur l'ancêtre du RTM. Et depuis cette période, la forêt a recouvré sa dynamique naturelle. Elle a retrouvé des aspects sauvages et cela permet l'observation des processus de vie et de mort de l'écosystème forestier, des phases de régénération
aux phases de déclin. C'est un site qui est également bien connu puisqu'il a profité de la proximité du laboratoire de recherche du laboratoire Arago, implanté à Bagnoul-sur-Mer en 1882. De nombreux naturalistes, de nombreux chercheurs ont séjourné au laboratoire et se sont intéressés à la montagne toute proche et à la forêt de la Massane. Mais ces efforts de recherche sont surtout amplifiés après 1973 avec la création de la réserve naturelle. Les nombreux travaux qui ont été menés sur ce site ont clairement mis en évidence l'importance des vieux arbres et du bois mort, donc des complexes aproxyliques, pour la biodiversité. Et on a quasiment 50% des espèces qui sont directement liées aux vieux arbres et au bois mort. Alors vous avez toute la richesse spécifique, en tout cas l'état des connaissances à ce jour sur le tableau de gauche, avec quasiment 8200 espèces qui ont été inventoriées. 5882 animaux, donc la plupart ce sont des invertébrés. Et donc parmi les insectes, on a un groupe qui est bien connu, c'est le groupe des coléoptères. Les diptères sont également très étudiés. Vous voyez, bon, ce sont des 1766 espèces pour les coléoptères, 1341 pour les diptères. On a il y a des pans entiers qui restent à étudier. Nicolas Gouy a évoqué l'étude de l'inventaire des nématodes en cours. Et donc voilà un site qui est bien connu, avec deux thèses dès les années 60, celle de Joseph Travier, qui était directeur de recherche au laboratoire Arago et qui est en quelque sorte le fondateur, qui est à l'origine de la création de la réserve et qui avait fait à l'époque une des premières thèses d'écologie de France sur la faune du sol et les acariens de la famille des Oribatidae. Et il avait trouvé à cette occasion qu'il y avait sur le site de la Massane plus d'espèces que sur l'ensemble des Pays-Bas, où la faune des acariens Oribatidae avait été très bien étudiée. La faune des Pays-Bas en comptait 152, alors que sur le territoire de la Massane, on était à un peu plus de 100 espèces. Et ensuite, il y a eu la thèse de Roger Dajose sur les coléoptères, qui a permis de dénombrer dès 1966 un peu plus de 1200 espèces de coléoptères. Et vous voyez, on en a 1766 aujourd'hui. Voilà, alors j'ai essayé d'illustrer ça avec les quelques photos qui sont sur la droite. Et cette forêt, donc vieille forêt en libre évolution, se retrouve dans une situation de post-avancée du changement global. C'est une hêtraie ancienne qui a sans doute une valeur de relique glaciaire. Et donc, elle est en plein biome méditerranéen, elle est séparée des autres hêtraies des Pyrénées par une épaisse ceinture de végétation méditerranéenne et notamment de chênes verts. Et c'est une hêtraie qui se retrouve en situation marginale au regard de la pluviométrie annuelle et des températures moyennes annuelles. On a une bonne connaissance du climat, en tout cas, puisque il y a une station météo qui est implantée sur le site depuis 1959. C'est l'année depuis laquelle nous suivons les précipitations. Et depuis 1976, il y a un suivi des températures. Alors, on est vraiment dans un contexte méditerranéen avec des années qui peuvent être très arrosées et des années très sèches. C'est vraisemblablement le cas là, pour l'année 2021, puisqu'on est sur une moyenne de 1150 mm par an. Là, on était au mois d'octobre à moins de 400 mm. On va avoir beaucoup de mal à rattraper tout ce déficit. Et bien sûr, une pluviométrie, enfin en tout cas une très méditerranéenne avec des fois de forts cumuls qui peuvent intervenir sur un laps de temps très court. Alors voilà, mais on affiche quand même une moyenne depuis 1959 qui est de à peu près 1150 mm.
Mais si on regarde la courbe de tendance que vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez le curseur, on voit que la courbe de tendance décroît. En revanche, pour ce qui est de la température moyenne annuelle, on a une courbe de tendance qui montre une légère augmentation. Voilà, donc une étrée qui se retrouve vraiment en situation de post-avancée du changement global. Et alors, bien sûr, il y a la question de l'impact des sécheresses, des canicules que l'on nous dit plus fréquentes, mais il y a également dans ce changement global, d'autres choses qui interviennent, comme par exemple la pollution atmosphérique, et notamment avec l'ozone troposphérique, celui des basses couches de l'atmosphère, qui est lié à des précurseurs chimiques comme les composés organiques volatiles et les monoxydes d'azote, surtout émis sur le littoral. Et ces précurseurs, avec l'ensoleillement et les fortes chaleurs, se transforment en ozone, font d'importantes concentrations d'ozone. Et on avait constaté en l'an 2000 que le site de la Massane était le site le plus pollué du département des Pyrénées-Orientales. Voilà, alors on est sur un site rural, loin apparemment de la circulation du littoral, mais voilà, on est sur un site qui, lors de journées chaudes et ensoleillées, peut présenter des concentrations d'ozone très importantes. Voilà vraiment une forêt vraiment qui est un poste avancé du changement global, une sorte de forêt sentinelle. Alors, à la fin des années 90, et notamment lors du premier plan de gestion, le CSRPN avait encouragé l'équipe de gestion à s'engager sur des protocoles de suivi à long terme de la forêt, puisqu'on avait la richesse, en tout cas une forêt bien connue, avec des inventaires d'espèces, de coléoptères et d'autres groupes de faune, de flore et de faunge qui démontraient toute la richesse spécifique, l'intérêt du bois mort pour la biodiversité, mais c'était vraiment des listes brutes. Et on nous avait encouragé à mettre en place un protocole permettant le suivi à long terme de cet écosystème forestier en libre évolution. Donc une base de données a été mise en place dès 1998 et elle a consisté en une cartographie exhaustive du peuplement arboré à partir d'un inventaire en plein sur une surface de 28,4 hectares. Et donc 18 hectares le long de la rivière sur 5 km de cours d'eau et 9,4 hectares de réserve intégrale. C'est une zone qui avait été placée sous le contrôle scientifique du laboratoire Arago à la fin des années 50 et qui a été clôturée et qui est donc mise en défense contre les troupeaux qui parfois circulent dans la forêt de la Massane. Voilà, à ce jour, nous avons un peu plus de 60 000 objets suivis, c'est-à-dire des arbres vivants ou morts sur pied et qui font plus de 30 cm de hauteur et des pièces de bois mort au sol qui font plus de 10 cm de diamètre et 40 cm de long. Le protocole qui a été mis en place est très inspiré du protocole COST E4, qui est celui du Conseil de l'Europe dans l'effort de caractérisation des vieilles forêts, des forêts matures, des forêts à caractère naturel. Et nous l'avons assorti de divers paramètres. Alors bien sûr, il y a tout ce qui concerne le type d'objet, l'arbre vivant, souche, chandelier, pièces de bois mort au sol. Il y a la dendrométrie, le diamètre à hauteur de poitrine qui est pris systématiquement et la hauteur qui n'est pas prise systématiquement, mais en tout cas, qui l'est pour les individus qui font moins de 1,30 m de hauteur et pour lesquels on ne peut pas prendre le diamètre. La phénologie, qui concerne surtout le hêtre et le débourrement précoce ou tardif, puisqu'on a mis en évidence à peu près 4% des hêtres de la réserve intégrale.
qui ont un débourrement précoce, c'est-à-dire à peu près 3 semaines avant le débourrement général. C'est-à-dire le débourrement pour eux est complet vers le 3-4 avril et le débourrement général, en général, il faut attendre le 25, 26, 27 avril. Voilà, l'état sanitaire, c'est-à-dire de la mortalité de branches ou des descentes de cimes, quelques dendro-micro-habitats, les cavités, notamment celles favorables au pique-prune dont a parlé Nicolas, l'Osmoderma eremita, et la décomposition cubique qui est favorable à tout un cortège et notamment un petit lucanidé qui s'appelle Aesalus caraboides, que vous verrez en photo un peu plus loin. Nous avons pris les champignons, présence, absence de champignons, ici oui, l'espèce, la présence de lierre, et nous suivons un lichen en particulier qui est un indicateur d'ancienneté de la forêt, c'est qui est le Lobaria pulmonaria. Alors l'acquisition des données sur le terrain, ça a été un travail très fastidieux. Qui a consisté donc en la cartographie exhaustive sur un cadre préalablement défini et géoréférencé. La réserve intégrale, qui est une zone de 9,4 hectares, a été découpée en carrés de 10 mètres sur 10, matérialisée sur le terrain par la pose de piquets type fer à béton, selon une orientation nord-sud à la boussole et au cordeau. Donc, ont été relevés tous les individus sur pied qui ont une hauteur supérieure à 30 cm et tous les individus au sol, les pièces de bois mort, donc les branches mortes, les troncs, qui ont un diamètre supérieur ou égal à 10 cm et une longueur supérieure ou égale à 40 cm. On arrive à un total pour cette portion de près de 35 000 individus sur pied et 3 714 individus au sol. Ce qui concerne la ripisylve, la cartographie s'est faite le long de transects de 50 mètres. Nous avons utilisé une boussole de visée, un décamètre et un télémètre. Le relevé exhaustif concerne, ça s'est fait dans les mêmes conditions que pour la réserve intégrale, et nous avons un total de 17 000, près de 18 000 individus sur pied, et plus de 5 500 individus au sol. Alors, la structure initiale de la base de données, alors, on a utilisé le logiciel MapInfo Pro. Alors, pour remettre les choses dans le contexte, on était en 1999. Et donc, pour comprendre on a fait appel aux outils qu'on avait à l'époque, et on a organisé en tout cas toutes ces données collectées sur le terrain en différentes couches, les arbres sur pied des points, les arbres au sol des polygones, vous le voyez à gauche, et donc dans une grille avec des petits carrés de 10 mètres sur 10 et avec des données descriptives qui concernent la densité arbustive et le recouvrement par la mousse, la calune, le sol nu, la litière, les graminées, les rochers, etc. Et on s'est rendu compte assez rapidement, et notamment après l'impact sur la forêt de la sécheresse canicule de 2003, qu'on avait besoin de pouvoir, en tout cas, intégrer dans ce suivi une dimension temporelle, et pour pouvoir conserver les données qui étaient initialement relevées, en rajouter de nouvelles. Et donc, on a, avec le concours de Christophe Urson, le collègue qui est responsable des bases de données et géomaticien à la Fédération des réserves naturelles catalanes, à Prades, avec un service mutualisé, il nous a aidé à développer une interface de saisie. Depuis 2003, nous avons tous les objets graphiques qui sont géoréférencés dans différentes couches MapInfo, et les informations descriptives sont stockées dans différentes tables d'une base Microsoft Access. Et donc, vous voyez, on a donc des formulaires de saisie. Donc, pour la dendrométrie, cavité invertébrée, champignons, lierre, lichen, état sanitaire.
Jean-André, Oui. excuse-moi, je ne veux pas te couper. Je ne sais pas si la présentation est encore longue, si on doit avoir un petit peu de temps pour les questions, peut-être. Je peux finir Après, dans peut-être 3-4 minutes. Hein. Donc voilà, je vais dire, les participants ont peut-être quelques minutes supplémentaires à nous accorder s'ils ne sont pas pris derrière, mais effectivement, normalement, on termine vers 10h30. Donc voilà. Bon, je vais poursuivre. Je vais essayer de décourter. Hein. Voilà donc pour la base de données. En ce qui concerne la chronologie des campagnes de relevé, donc mise en place en 1998. Alors oui, voilà, nous avons à peu près 15%, en tout cas, des habitats forestiers qui ont fait l'objet d'un inventaire en plein. Alors, de 1998 à 2001, dans ce travail fastidieux d'inventaire en plein, et d'octobre 2004 à aujourd'hui, 2 contrôles qui se font par an pour les cas de mortalité et de dépérissement. Alors voilà une analyse thématique avec 2 variables, l'espèce et le diamètre sur une portion de la réserve intégrale. Et donc une autre analyse thématique qui permet de caractériser le faciès étré à mousse avec donc l'espèce, le DBH pour les arbres sur pied et les classes de recouvrement par la mousse en pourcentage. Alors, quelque chose qui a été pris en compte, qui ne l'est malheureusement pas assez dans d'autres forêts, mais nous avons une belle forêt de référence pour ce type d'études, c'est l'évolution des stocks de bois mort. Voilà, donc on voit l'évolution des stocks dans la réserve intégrale, le nombre de pièces suivies et le cubage. Et pour faire vite, la dynamique du bois mort dans la ripisylve avec différentes situations, puisque là, la ripisylve est soumise au régime hydrologique de la forêt de la Massane, avec de fortes crues. Alors là, on voit en haut une répartition un peu aléatoire et une répartition un peu plus en agrégat en 2008 avec la constitution d'embâcles suite à une crue assez importante. Vous voyez donc le bois mort au sol, deux situations à 5 ans d'intervalle sur un même point avec le suivi des embâcles dans la rivière. Et bien sûr, quelque chose sur lequel je voudrais insister en essayant de faire un peu court, c'est bien sûr le suivi des dendromicrohabitats et qui plaide réellement pour le choix de l'exhaustivité en tout cas dans ces inventaires et dans ces protocoles. Si on prend par exemple les cavités favorables Osmoderma et Eremita sur la réserve intégrale sur une zone d'un peu moins de 10 hectares, on a identifié 607 cavités, dont 254 cavités de tronc, 99 avec terreau, 23 avec indice de présence et seulement 4 avec une occupation certaine. Sur la ripisylve, un peu plus de 18 hectares, 105 cavités de tronc avec terreau, favorables, dont 5 qui sont occupés. En ce qui concerne la décomposition cubique de l'Aulne, on a un linéaire de 5,3 km de cours d'eau, 18,4 hectares cartographiés, 1621 pièces de bois mort relevées, ça fait à peu près 695 mètres cubes de bois mort au total, et nous avons seulement 29 pièces de bois mort qui présentent une décomposition cubique favorable au cortège de l'Aesalus scarabaeoides. C'est seulement 12 mètres cubes sur les 695 mètres cubes. Voilà, pour faire court, en fait, si on était sur un échantillonnage par placette, on prendrait le risque de passer à côté de ces dendromicrohabitats et de ne pas suffisamment bien approcher toute la complexité et la richesse d'une forêt en libre évolution. J'ai également parlé des amadouviers, qui, dans certains cas, peuvent accueillir une espèce intéressante, le Bulitophagus reticulatus. Et là, j'ai mis un chiffre sur les 10 hectares de la réserve intégrale. On a l'impression que les amadouviers sont très abondants. Et en fait, quand on fait ce genre d'inventaire, on se rend compte que c'est vraiment une impression. On a 137 arbres sur pied, c'est pas beaucoup par rapport à l'ensemble des arbres sur pied dans la réserve intégrale, et on n'en a que 37 sur des arbres vivants où on peut, où le Fomentarus, l'amadouvier, est un arbre parasite. Bien sûr, l'intérêt de ces cartographies, c'est le suivi bioclimatique. On voit depuis 2003 la mortalité du hêtre avec quasiment 30% des hêtres
qui étaient vivants en 2002, qui sont morts depuis cet épisode sur 15 ans. Et dans cet intervalle de temps, la régénération qui est un peu plus importante et qui a profité justement du déclin et de cette forte perturbation de 2003, de la chute de pas mal d'arbres, pour se développer. Voilà, donc j'en suis donc la discussion pour conclure. Alors, les moyens humains et matériels, c'est un investissement en temps qui est effectivement assez lourd, puisque c'était 300 heures par hectare. Mais c'est un outil qui est au final extrêmement réactif. C'est une base de données qui est considérable pour le suivi à long terme de la forêt. Ça nous aide à une meilleure compréhension de cet écosystème forestier par la prise en compte de maximum d'informations. Et nous avons quand même, avec le premier recul, le retour d'expérience, quelques ajustements à prévoir avec avec ce premier retour d'expérience, notamment en ce qui concerne le pas de temps pour le suivi du bois mort, où nous avons fait un premier inventaire en 2004, un autre en 2014. Nous avons 2 photographies en instant T, ça nous donne des informations sur le volume de bois mort, mais malheureusement pas suffisamment sur les flux. Et il faudrait peut-être passer au moins tous les 5 ans. Enfin voilà, et pour conclure, je dirais que seul un souci d'exhaustivité à cette échelle permet d'approcher toute la richesse et la complexité d'une forêt ancienne en libre évolution. Voilà, je m'excuse d'avoir été un peu trop long. Non, mais c'était très intéressant, Jean-André, merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est vrai que 15 minutes, c'est pas assez long peut-être, ça mériterait un peu plus de temps. Mais c'est vraiment très intéressant. Est-ce que vous avez des questions du coup sur cette présentation? Moi, j'en aurais une, c'est que c'est vrai, enfin, une question ou une réflexion, mais c'est vrai qu'en termes de moyens humains, j'imagine, pour, comme tu dis, arriver à cette exhaustivité, enfin, on voit la finesse de tous ces inventaires et de tous ces suivis. Ça paraît difficilement reproductible enfin, sur tous les sites qui le nécessiteraient par rapport à la libre évolution, etc. Pourtant, enfin, vous êtes combien? Vous êtes 3 sur la réserve, mais toi, tu es principalement du coup sur le suivi. Alors, en fait, on a commencé, en fait, on est 2 équivalents temps plein, puisque je suis à mi-temps et Diane est également à temps partiel. Joseph est le seul à plein temps. En 98, nous étions 2 à plein temps, donc Joseph et moi-même, avec l'aide de Christophe Urson, le collègue de Prades. Donc, on a effectivement ce travail, on l'a fait à 2. Et il a fallu, je dirais, pour arriver à faire ces peu plus de 28 hectares, Ripisylve réserve intégrale, ça a demandé quasiment un peu plus de 2 ans, en faisant quasiment que ça. On s'est rendu compte que la méthode utilisée pour la ripisylve, qui est celle des transects, était un peu plus rapide sur le terrain, en tout cas en ce qui concerne l'acquisition des données. Alors que dans la réserve intégrale, il fallait mettre en place un cadran, le matérialiser au sol. Et encore, quand je parle de tout ce temps nécessaire, je ne parle pas du temps passé par Joseph et un stagiaire l'été 98, j'étais pas encore là, pour commencer à piqueter toute la réserve intégrale. Mais malgré ce travail fastidieux, quand on a une forêt qui a une valeur de référence comme la forêt de la Massane, il aurait été dommage de ne pas faire dans l'exhaustivité, puisqu'on serait sans doute passé à côté de nombreuses choses. Je l'ai illustré par les dendromicrohabitats, par la décomposition cubique, par les cavités. On aurait sans doute eu quelques difficultés si on avait fait, enfin, on serait passé à côté de toute cette richesse et de cette complexité par un échantillonnage par placette. Donc, il ne faut pas du tout avoir de regrets sur cet investissement en temps, d'autant plus qu'aujourd'hui, pour contrôler la mortalité et en tout cas, et les dépérissements, que ce soit les mortalités de branches, descente de cimes ou l'apparition de champignons linicoles, finalement, on arrive à uniquement, enfin 5 jours, 2 fois par an, donc 5 jours l'automne et 5 jours au printemps, pour faire une réactualisation de l'ensemble de la base de données. Les outils d'aujourd'hui, notamment le fait d'avoir une base de données emportée sur tablette, ça nous aide aussi en gain de temps.
puisqu'on n'est plus obligé de passer du papier à l'intégration sur MapInfo. Voilà, on avait essuyé les plâtres, puisqu'on avait commencé quand même dès 99 ce suivi. Voilà. J'imagine que ce n'étaient pas les mêmes outils, effectivement. Voilà, alors après, juste peut-être par rapport à l'échantillonnage de par placette, on a pu ces derniers temps faire tester le PSDRF sur la réserve intégrale. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en ce qui concernait tout ce qui était les arbres sur pied, la surface terrière, le nombre de tiges à l'hectare, les pourcentages entre les proportions d'arbres morts sur pied ou d'arbres vivants sur pied, on arrive avec l'échantillonnage par placette du PSDRF, on arrive à des choses assez voisines. Sur le bois mort, par contre, c'est à peaufiner parce qu'on se rend compte que le travail qui a été fait, notamment d'interception, là, on arrive sur un rapport de 1 à 3. Entre l'inventaire en plein et le PSDRF. Et je pense que c'est surtout au niveau des dendro-micro-habitats où là, l'exhaustivité est réellement un plus pour pouvoir approcher toute la complexité et la richesse d'un tel système. Merci. Fred, tu voulais intervenir? Oui, juste intervenir là sur ce qui a été dit là, justement, c'est que effectivement, donc, la réserve de la Massane, c'est un peu un exemple qu'on ne peut pas forcément suivre, hein, au regard de ce qu'il a pu proposer. C'est qu'un labo à ciel ouvert, nous, de par la surface, ou par les moyens, ou par les deux, on ne peut pas amener tout ce qu'eux peuvent faire. Mais du coup, on peut se comparer et s'inspirer de ça. Et sur la partie là, que tu as expliqué, sur les différents paramètres que tu suis, tu nous expliquais qu'il y a certains paramètres que tu suis chaque année, tu disais, par saison. Oui. Et à la fin de ta présentation, tu parlais que les flux de bois, tu ne les suivais que tous les 5 ans. Donc, tu proposais de les suivre tous les 5 ans, si j'ai bien compris. Alors, en fait, oui, on avait, avec Joseph, on a décidé en 2012 de refaire une réactualisation, mais uniquement pour les arbres sur pied, donc diamètre. On a repris les diamètres et on a noté les régénérations. Voilà. Et pour le bois mort, en fait, on avait un inventaire qui était assez complet en 2004 et on est intervenu 10 ans après, en 2014. Et c'est vraisemblablement pas suffisant. Alors, ça nous permet, c'est déjà très bien, c'est déjà énorme, hein, ça nous permet d'avoir deux volumes et notamment de voir un peu bien toute la nécromasse supplémentaire suite à l'épisode 2003 qui a vraiment marqué l'histoire en tout cas récente de la forêt. Par contre, on s'est rendu compte que si on retrouve en 2014 des chênes, par exemple des pièces de bois mort de chêne qui sont quasiment pas altérées, enfin, qui en 10 ans ont quasiment pas bougé, ce n'est pas le cas pour le hêtre. Et en fait, on a retrouvé en 2014 des stigmates au sol de pièces de bois mort qui avaient dû être totalement décomposées, qui nous ont totalement échappé. Et j'en parlais hier avec mon collègue Joseph, notamment dans une forêt comme la Massane, il y a énormément de bois mort sur des arbres vivants, des fois sur des cimes ou des branches mortes, qui tombent, que l'on aurait pu prendre en compte lors d'un inventaire exhaustif parce qu'elles ont les dimensions, en tout cas plus de 10 cm, 40 cm de long, mais elles ont pu nous échapper parce que dans cet intervalle de temps de 10 ans, elles se décomposent très vite. Voilà, donc c'est pour ça que les 10 ans ne permettent peut-être pas suffisamment d'avoir une bonne connaissance de tous les flux de bois mort. Voilà, on a eu juste finalement deux situations à un moment donné avec état des stocks. Ouais, donc pour finir, donc nous, tu sais, sur le PSDRF qu'on a pu mettre en place, on est plutôt, nous, et puis même à l'échelle des réseaux, du réseau des réserves forestières, on est plutôt à réfléchir à un PSDRF qui aurait une répétitivité de 15 ans au regard de ce que nous avons pu observer. C'est-à-dire qu'on a une forêt plutôt jeune, elle va vieillir, mais en tout cas, elle est plutôt jeune, et on regarde des flux, si tu veux, les flux étaient peu pertinents, en tout cas, la période de 10 ans. C'est pour ça qu'on réfléchissait sur 15 ans. Et après, la différence avec vous, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, là où tu vois l'intérêt de le faire tous les 5 ans, c'est au regard du flux de bois mort, sur les bois. C'est ce bois mort bien présent chez vous qui justifie peut-être une périodicité plus serrée.
En tout cas, ça me pose question. Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, ça me pose question. Et dans le prochain plan de gestion, on compte bien mettre ça sur, enfin, de dépasser 10 ans pour le mettre sur 15 ans. On est une réflexion de placette et pas en plein comme vous, mais voilà, c'est tout mélangé. On est plutôt à annoncer 15 ans que 10 ans. Alors, en ce qui concerne le PSDRF, on s'est engagé c'était pendant le premier confinement. Alors, c'est un étudiant, Pierre Daudel, en master, qui a fait tout un travail d'ajustement méthodologique, en tout cas du PSDRF par rapport au plan d'échantillonnage local de la Massane. Et c'est là où je disais qu'effectivement, on arrivait à des choses assez très voisines au niveau des arbres sur pied. Par contre, on a eu des surprises sur le bois mort au sol. Et ce qui nous a amené à refaire de l'inventaire sur une surface de 1200 mètres carrés, c'est-à-dire une placette PSDRF, à refaire un inventaire en plein de toutes les pièces qui font plus de 5 cm de diamètre. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait un écart, un rapport de 1 à 3. C'est-à-dire que là où on trouvait 15 mètres cubes de bois mort, en tout cas avec l'inventaire en plein, la méthode du PSDRF qui consiste à tirer trois lignes sur 20 mètres, ils arrivaient à des estimations d'à peu près un peu plus de 45 mètres cubes. Voilà, donc il y a des choses, en tout cas, je pense que ça fait vraiment à peaufiner pour la prise en compte du bois mort dans ces placettes, PSDRF. Je crois qu'il y avait mon collègue qui voulait prendre la parole, Joseph. Oui, juste un petit complément pour Fred. En fait, en gros, dans les traits, c'est ce qui ressort d'ailleurs à l'échelle de l'Europe. Le hêtre se décompose sur les petites branches, enfin sur les branches, pas petites, sur les moyennes branches, on va dire, de l'ordre de 12 à 15 ans. Et les gros troncs de l'ordre d'une trentaine d'années, quoi, pour les choses qui sont plus de 30 cm de diamètre. Donc ça veut dire que si on veut vraiment suivre l'évolution du bois mort, c'est ce que dit Jean-André, il faut vraiment avoir des pas de temps beaucoup plus courts, quoi. Sur 15 ans, on va rater beaucoup de choses et on n'aura pas l'information finalement qui est recherchée, à savoir l'évolution et la dynamique du bois mort dans nos forêts. Sans compter le problème que relève Jean-André par rapport au PSDRF, de l'estimation et du problème statistique que semble représenter l'interception linéaire. Donc, en dehors de ça, rien que sur les caractères de décomposition du bois, on est sur des pas de temps qu'il faudrait suivre de façon beaucoup plus rapprochée. Merci pour la réponse. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? On approche de 11h au moins le quart. On a un petit peu de retard, mais bon, c'est très intéressant et tout le monde est resté là, donc ça veut dire que il n'y a pas trop de soucis, mais peut-être une dernière question et ensuite, de toute façon, on vous enverra comme à chaque fin de petit café génial l'ensemble des coordonnées des participants d'aujourd'hui avec les présentations. Donc, si vous voulez continuer les échanges, au revoir Mathieu, du coup, qui doit partir. Si vous voulez continuer les échanges ensuite, en plus en bilatéral ou suite au webinaire, vous pourrez éventuellement le faire. Est-ce qu'il y a une dernière question pour la réserve de la Massane? Suite à cette présentation très complète? Non? Très bien. Ah, si, Joseph. Oui, je voulais apporter un petit complément sur l'exposé de Nicolas en termes de biodiversité. Je pense que on cite souvent, c'est vrai, on étudie et c'est bien parce que c'est des références, les coléoptères, mais c'est vrai qu'il y a d'autres groupes qui sont vraiment très très importants. Et en termes de biodiversité, il faut aussi regarder ce qui correspond à la biomasse aussi, c'est très très important. Il y a le nombre d'espèces qui compte, mais il y a aussi la biomasse qui est très très importante, quel que soit le nombre d'espèces. Alors je prendrai l'exemple par exemple des acariens, des oribates, là, qui sont très très importants dans la faune du sol et dans les annexes et pour la décomposition du bois. Et c'est eux qui représentent la plus forte biomasse, quoi. Et si on prend les nématodes, c'est encore pire, quoi. Enfin, on a des biomasses qui sont très très importantes. Bon, alors les nématodes, ils ont plus une diversité spécifique énorme, puisqu'on estime en Europe à plus de 25 000 espèces, là, en tout cas déterminées actuellement. Mais voilà, il faut aussi coupler biomasse parce que ça intervient beaucoup dans la fonctionnalité. Donc c'est souvent on l'oublie un petit peu
Et en fait, dans la fonctionnalité des écosystèmes, il faut regarder aussi les espèces qui apportent une forte biomasse, quoi. Et si on regarde tout ça, on se rend compte que la faune du sol, par exemple, est absolument fondamentale, quoi, dans le groupe des forêts, dans l'écosystème forestier. Effectivement, il me semble, si je ne me trompe pas, que Nicolas en a parlé tout à l'heure rapidement en disant qu'effectivement, lui n'avait pas étudié encore ce paramètre-là, mais que vous l'aviez fait, vous, que c'était très important, effectivement, tout ce qui était inventaire sur les nématodes et la biomasse du sol. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous de votre participation. Jean-André et Nicolas pour ces présentations très riches et les participants présents aujourd'hui. J'en profite, oui, pour vous annoncer les thématiques des prochains Cafés Géniaux. Du coup, le 25 novembre, le mois prochain, ce sera sur l'implantation d'énergie renouvelable et les aires protégées. Et en décembre, ce sera sur la faune exotique envahissante, donc avec un retour du CEN Occitanie qui a fait un travail d'inventaire et d'enquête sur le sujet et la participation aussi d'un gestionnaire ayant mis en place des projets sur ce thème-là, sachant que nous sommes encore à la recherche de ce deuxième intervenant. Donc, n'hésitez pas, si vous avez travaillé sur le sujet, à vous manifester. Et si vous avez des sujets que vous souhaiteriez aborder dans le cadre de ces cafés, n'hésitez pas non plus à nous les faire remonter. Voilà. Et bonnes vacances, Geoffrey, effectivement. Merci à tous. Merci Julie, bonne journée à tous. Et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.